Dans le royaume Congo, le Nsimbu n'était pas seulement un moyen d'échange, la monnaie servait aussi à structurer le pouvoir et la diplomatie. Sans cela, le royaume n'aurait pu atteindre le niveau de développement du XVIe siècle. Le roi exigeait de ses subordonnés loyauté, hommages et tribut, ainsi qu'une contribution matérielle à l'entretien de l'État. Maître des hommes et des richesses, de l'ivoire au coquillage-monnaie, le roi s'assurait que chaque tribu et paiement rejoignent le trésor royal. Une administration spécialisée organisait la collecte et la comptabilité. 3 ordres fonctionnaires, selon Jean Cuvelier, étaient chargés de la fiscalité. Mfutila, Perception des péages et taxes, Mani Mpanza, gestion des contributions monétaires, Mani Samba, prélèvement des droits sur les esclaves. Les chefs de village et gouverneurs qui réussissaient à collecter correctement les tribus recevaient les faveurs royales, sinon ils perdaient leurs fonctions. Les chefs du village ont surtout à prendre soin de percevoir des inférieurs les impôts qu'on paie au roi et qu'ils portent au vice-roi gouverneur de leur province. Ce gouverneur se rend chaque année 2 fois à la capitale pour porter le tribut et si le roi en est satisfait, il répond cette parole, Wote, qui veut dire « vous avez bien fait ». Mais si le roi ne lui dit pas ce « ioté », il s'en retourne fort déconfit et une autre fois, il a soin d'apporter un tribut plus considérable. Ce tribut n'est pas fixe quant à la quantité. Ils apportent le plus qu'ils peuvent. Si le gouverneur ne fait pas mieux, le roi lui fait une forte réprimande et lui enlève ses fonctions. Ce que fait le roi vis-à-vis des vice-rois, ceux-ci le font vis-à-vis des chefs et ceux-ci vis-à-vis de leurs inférieurs qui payent par tête. Ainsi, on retrouve cette hiérarchie de collecte. Roi, gouverneur, chef, population. Les Nsimbu ne servaient pas uniquement aux transactions et tribus. Ils finançaient l'entretien de l'église de Congo et les dotations aux étrangers dignes de confiance. Ils intervenaient dans la vie spirituelle et symbolique à travers parures, amulettes et objets rituels. Ainsi, la monnaie n'est pas seulement un instrument économique, elle structurait également les échanges sociaux et les rites du royaume. Les marchés étaient très fréquentés et l'activité commerciale intense. L'irruption des Portugais et de leurs produits à la fin du XVe siècle a stimulé les mécanismes d'échange déjà actifs. Les esclaves jouaient un rôle clé. Seuls les esclaves travaillaient et effectuaient les échanges au nom de leurs maîtres, composant les caravanes nécessaires à la circulation des marchandises. Certaines provinces avaient une activité commerciale particulièrement fructueuse. La province de Nsoundi recherchait les étoffes de palme et les ceintures en feuilles de palmier. Le sud et le royaume allié de Luango échangeaient ivoire et fer, tandis que les Batékés au nord utilisaient sel et coquillages pour la parure. La province de Mbata, proche de la capitale, produisait les profits les plus élevés pour le roi, doublant ceux des provinces Tsundi et Mpangu. La poterie, marmite et gargoulettes de Lunga et Dunga étaient très appréciées au grand marché de Salvador. Le fer était produit et façonné dans la capitale sous contrôle d'une totela, tandis que le bois, le laiton, les nattes et le raffia provenaient de différentes provinces. Les Nzandu, marché traditionnel, garantissaient la paix et la sécurité pour les échanges, une régularité et normalisation des prix, des lieux pour les négociations politiques et matrimoniales, des espèces sacrées pour exécutions et cérémonies initiatiques. Les Portugais et autres traitants ont transformé le commerce. Ils introduisaient de nouveaux biens et imposaient leurs règles.
les esclaves devinrent la principale devise pour l'exportation. Le commerce extérieur avec les Pomberos et les Bazombo constituait le monopole du chef, tandis que le commerce intérieur restait libre. Le mécanisme de la troque et de la traite a été décrit dans l'Historia do Reino do Congo. Les marchands européens sont de deux sortes. Les uns s'appellent Pomberos, qui s'engagent à l'intérieur du pays et traitent avec les païens comme avec les chrétiens. Ils achètent et vendent des marchandises qu'ils ont emportées. Ceux qu'ils achètent, ce sont des esclaves qu'ils envoient à Congo, San Salvador ou à Pinda et à d'autres de leurs associés. Ceux-ci les embarquent sur les navires qui viennent au port de l'île de Saint-Thomé. D'autres sont des habitants de la cité de Congo, du port de Pinda, ayant pour office de recevoir les esclaves que les Pomberos leur envoient. Ils y ont des esclaves en propriété et ils envoient ceux dont ils sont satisfaits avec des marchandises à l'intérieur du pays pour trafiquer comme font les Pomberos. Les Bazombo étaient intermédiaires locaux originaires de la province de Mbata et des régions voisines. Ils organisaient de vastes caravanes drainant les échanges depuis l'est jusqu'au fleuve Congo au nord. Leur audace fut telle que l'une de leurs voies principales fut surnommée Nzila Bazombo, le chemin des Bazombo. Ces intermédiaires renforçaient la position économique du royaume tout en consolidant le contrôle royal sur le commerce et le pouvoir. À Luango, deux notables supervisaient les relations commerciales. Mafuka, ministre du Commerce en contact avec les comptoirs européens, Mangovo, ministre des Affaires étrangères intermédiaire auprès du souverain. Malgré ces précautions, les abus et la cupidité provoquaient des conflits avec les commerçants portugais et européens, remettant en cause le contrôle du roi et des chefs sur le commerce extérieur. La monnaie Nzimbu ne se limitait pas à un simple moyen d'échange. Elle organisait le pouvoir, structurait la fiscalité, entretenait la religion et animait les marchés et l'artisanat. À travers les échanges intérieurs et les contacts avec les Européens, le Nzimbu fut un instrument central de l'économie, du pouvoir et de la diplomatie du royaume Congo. Le Nzimbu n'était pas seulement de la monnaie, il était le cœur du royaume.